Alors, on me demandait mon avis sur monolithique versus modulaire. Alors, le modulaire, c'est ce que cherche à faire Ethereum, Celestia, l'écosystème Cosmos d'une certaine façon. L'idée, c'est de compartimenter les usages en fonction des besoins et se spécialiser. Par exemple, Ethereum va se spécialiser dans la décentralisation et la sécurité des données, là où ces roll-ups vont se spécialiser dans l'exécution des opérations, comme des transactions, des smart contracts, etc. Voilà. Pourquoi Ethereum a choisi cette vision-là? Eh bien, tout simplement parce qu'ils partent du principe que ce sera plus élégant comme ça, pour pouvoir avoir de la performance et permettre à plein de développeurs d'avancer rapidement, de forker, de pusher du code, etc. Alors que s'ils étaient restés dans une logique monolithique comme ils avaient prévu dès le départ avec du sharding, eh bien il y avait un risque qu'au niveau des shards, il y ait des problèmes et que ces problèmes remontent jusqu'au layer 1 principal Ethereum. Donc ils n'ont pas voulu de ça. Voilà. Donc maintenant on va parler du monolithique et de la vision de Solana. Alors vous allez me dire, il nous casse encore les couilles avec Solana. Non, mais en fait, c'est que l'exemple, il est parfait. On va traduire. Solana nécessitera-t-il un jour des solutions de type Layer 2 ? Rien n'empêche les développeurs de créer des Layer 2 sur Solana. Cependant, l'objectif de Solana est de synchroniser une machine à état atomique global, aussi rapidement que le permettent les lois de la physique. Dans cet état final, tout Validium de Layer 2, Sidechain, ZK, etc. sont des environnements d'exécution externes qui ne peuvent pas assurer la composition atomique avec le reste de l'état de la couche 1. Bref, je vais pas lire le reste. Tout ça pour dire que la vision de Solana, c'est que tout se passe au sein de Solana, tout le monde a le même état. C'est-à-dire que n'importe quel smart contract a l'accès aux mêmes liquidités, aux mêmes données, aux mêmes choses, peu importe le smart contract dans l'écosystème Solana. Dans une logique type modulaire, eh bien forcément, Arbitrum va avoir ses liquidités, Optimism va avoir d'autres liquidités, Base d'autres liquidités, zkSync, etc. Il y a une fragmentation des liquidités, il y a une fragmentation des données. Et c'est ça qui fait que les visions sont différentes. Et c'est ça qui fait que moi, personnellement, en tant qu'investisseur, je n'ai pas à choisir. Je mise aussi bien sur le modulaire que sur le monolithique. Mais en tant qu'utilisateur, là, c'est difficile. Si je devais en choisir un entre les deux, moi, je suis plutôt team monolithique que team modulaire. Parce que il y aura toujours des problèmes inhérents au fait que tout n'est pas au même endroit. Je parle en termes d'utilisation, hein, d'un point de vue utilisateur. Par contre, d'un point de vue ingénieur, il y en a qui te diront, oui, mais le problème, c'est que vouloir faire une machine qui fait tout, donc une machine monolithique, ça fait une machine à gaz, c'est pas optimal. Donc en fait, les deux points s'entendent, je dirais. On me dit dans le chat, ça sert à rien d'utiliser la blockchain si c'est pas décentralisé. Qui n'est pas décentralisé? Solana n'est pas décentralisé? Ou Solana n'est pas assez décentralisé? Parce que c'est ça le débat en fait. Le débat c'est à quel point on veut que ce soit décentralisé et pour faire quoi? Parce qu'à ce moment-là, tu veux la décentralisation, c'est pas sur Ethereum que ça se passe, c'est sur Bitcoin, tu vois. Sur Ethereum, bah, ceux qui sont pétés d'Ether, ils ont forcément plus de pouvoir et ça peut devenir un problème à terme. Mais dire que Solana c'est une base de données centralisée, franchement, y a quand même un sacré paquet de validateurs sur le réseau. T'as quand même une sacrée répartition des jetons aussi aujourd'hui. Je peux pas dire ça. Dire que Solana est plus centralisé qu'Ethereum, c'est vrai. Dire que Solana est complètement centralisé, c'est faux. Voilà, c'est tout. Hein. C'est un spectre. Donc après, c'est ton niveau de volonté en termes de décentralisation. Voilà, donc pour revenir dans cette histoire de monolithique modulaire, on a Celestia qui cherche à être encore plus modulaire qu'Ethereum, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ethereum, tu stockes des données, mais tu peux aussi exécuter des smart contracts. Il y a plein de smart contracts qui sont hébergés sur Ethereum et qui ne le sont pas forcément sur ces Layer 2. Là où Celestia, en fait, il n'y a pas de smart contract dessus. Celestia va ne servir qu'à héberger des roll-ups. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc Celestia, c'est ce qu'on peut voir ici. Vous voyez, donc Celestia gère le consensus et le stockage des données. Ensuite, il y a ce qu'ils appellent les execution layers, donc les roll-ups. Et sur les roll-ups, en surcouche, on a les smart contracts, tout simplement. C'est ce qu'il y a à comprendre. Donc, ça fait sens. Ça fait sens. Et on verra les limites de cette pensée-là dans le futur. Parce que pour le moment, on spécule. Hein. On part du principe que c'est bien, que ça va dans le sens de la décentralisation, que c'est optimisé pour les performances. Mais maintenant, nous verrons la finalité de tout ça. Parce que l'idéologie, c'est bien, mais ça fait pas tout. Hein. La preuve, Atom,
Tout le monde kiffe Atom, mais le jeton bouge pas trop. Heureusement qu'il y a les airdrops pour nous faire manger, parce que justement, l'idéologie, ça ne fait pas toujours tout. Et qu'aujourd'hui, Atom n'a pas un rôle assez central. Je parle du jeton Atom. Je parle pas de la technologie, je parle du jeton Atom. Le jeton Atom n'a pas un rôle assez central dans l'écosystème pour créer la pression acheteuse nécessaire pour nous, les spéculateurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, qui utilise une marketplace de NFT où tu payes en Atom? Qui utilise des smart contracts où l'exécution se fait avec du jeton Atom? En gros, qui utilise Atom en guise de gas token? La DeFi sur Atom, elle se fait sur Osmo. Le DEX d'Osmo, tu payes soit rien, excusez-moi, en Osmo. Donc tout ça pour vous dire, l'idéologie c'est bien, mais ça fait pas tout. Et quand t'investis pour gagner de l'argent, t'es pas marié avec le jeton. Donc pour le moment, ce qui marche jusqu'à preuve du contraire, ce sont les gas tokens. Et Bitcoin fait partie des gas tokens, parce que pour faire une transaction sur Bitcoin, tu dois payer les frais en Bitcoin. Voilà. Attendez, avant de prendre mes propos et dire « Mais non, il n'y a pas de smart contract, donc il n'y a pas de gas sur Bitcoin », c'est vrai. Du coup, Bitcoin n'est pas un gas token. Mais ce que je veux dire, c'est que, vous l'avez compris, Bitcoin sert à payer les frais de transaction. C'est Network, vous avez un avis. Pareil, hein, c'est un concurrent de Solana. Il se place comme un concurrent de Solana. Pour le moment, il y a très peu de choses qui sont build dessus. Donc, on spécule sur le fait que ça va être un concurrent solide de Solana. Mais l'avenir nous dira si c'est vrai ou pas. Et ce marché, c'est que ça. Hein, c'est que de la spéculation. T'as même pas besoin de délivrer un produit pour que les gens ils achètent ton truc. Hein. Cardano en est la preuve. Hein. Il s'est pas passé grand-chose. Il y a des trucs sur Cardano, oui. Il y a des layers 2, il y a beaucoup de staking, il y a un superbe consensus sur Ouroboros, mais d'un point de vue applicatif, personne n'utilise Cardano. Et pourtant, beaucoup spéculent sur Cardano. Beaucoup. Donc c'est ça ce marché. Hein. Tu peux nous expliquer c'est quoi réellement les Real World Assets? Ouais, si tu veux. Les Real World Assets, on va prendre DAI-Stat. Donc, le DAI, c'est un stablecoin qui est émis par une banque centrale décentralisée qui s'appelle Maker. MakerDAO. Donc, MakerDAO, c'est une banque centrale qui a comme business model justement de faire travailler l'argent et de faire croquer le rendement de cette banque centrale à ses token holders de Maker. Et d'ailleurs, quand on retourne dans le document que je vous ai mis tout à l'heure, c'est-à-dire Tokenomics Tracker, il y a Maker, donc je vous propose de regarder ça ensemble tout de suite. Le jeton sert à la gouvernance, mais il sert aussi de token utilitaire. Donc, Maker a ajouté dans sa petite soupe les Real World Assets, justement, ce qui a permis de faire s'intéresser à Maker de nombreux acteurs de la finance traditionnelle. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit plus à droite? Il nous dit que les revenus générés viennent des stability fees, ça je j'avoue ne pas savoir ce que c'est, les pénalités de liquidation, voilà, des fois tu peux te faire liquider et si tu te fais liquider, eh bien tu as une partie de l'argent que tu perds de cette liquidation qui part dans les poches des autres utilisateurs. Des frais de trading liés au DAI et au Maker. Tout cet argent revient dans les poches des token holders de Maker. Pour en revenir du coup sur les Real World Assets, eh bien en fait aujourd'hui ce qu'ils font Maker, c'est que ils font des investissements dans des produits du monde réel, comme des bons du trésor américain qui génèrent du rendement, et ce rendement repart dans les poches des investisseurs. Je te donne un exemple. Le bon du trésor américain, en fait, tu paries sur le fait que les États-Unis d'Amérique ne vont pas faire faillite. Voilà, en gros, hein, tout simplement. Et ces bons du trésor te permettent d'avoir un rendement de l'ordre de, je crois, 4 ou 5% annuel, quelque chose comme ça. Donc en fait, imaginons qu'ils investissent 1 milliard de dollars sur des bons du trésor américain et qu'ils prennent 5% à l'année. 5% d'un milliard, ça fait 50 millions de dollars. Et bien les 50 millions de dollars vont ruisseler dans les poches des token holders de Maker. Donc, je prends les bons du trésor américain parce que ça me parle. Mais tu vois, dans la vraie vie, il y a plein de trucs qui font du rendement. Tu as l'immobilier, par exemple. Tu pourrais très bien dire, voilà, Maker investit sur de l'immobilier. Tu as un actif immobilier qui fait un rendement de X% à l'année. Bah pareil, ça repart dans les poches des utilisateurs. Ou, je sais pas moi, investir sur des entreprises. Ces entreprises, elles génèrent du cash et récupèrent une partie de ce cash. Des matières agricoles, genre un terrain agricole, tu fais pousser... je sais pas quels fruits ou légumes, pareil, ben, tu peux générer du rendement. Bref, tu as compris la logique. Donc, quand on parle de Real World Asset, on parle d'actifs de la vraie vie et c'est ça la logique. Ensuite, on me demande d'expliquer DePIN. Bah, DePIN, c'est infrastructure décentralisée. Ce serait bien qu'on ait un article dédié à ce sujet-là. Mais là, c'est la même chose. C'est infrastructure décentralisée. Ça peut être tout type d'infrastructure.
Donc je vais prendre des exemples. Filecoin, c'est du stockage. Donc en fait, tu as des gens qui mettent à disposition leur disque dur, leur SSD, leur carte mémoire, tout ce que tu veux, tout ce qui stocke de l'information. Ils le mettent à disposition d'un réseau et ils sont payés par ce réseau en jetons. Et les gens qui veulent exploiter l'espace non utilisé de ces disques durs, etc., vont payer en jetons Filecoin. Donc moi, je pourrais très bien dire, voilà, tu vois, je prends mon PC là, il me reste 700 gigas de libre à peu près, et ben je dis, je donne 600 gigas au réseau Filecoin, et je touche une rente progressive parce qu'il y a des gens qui vont utiliser cet espace, etc. Voilà. Donc là, c'est pour le stockage. Dans le cas de Render, bah, ça va être pour faire des rendus vidéo, de la modélisation 3D, des images photoréalistes, etc. Donc là, c'est pareil, ils mettent à disposition un réseau de cartes graphiques pour ça. Helium, ils mettent à disposition un réseau mobile, tu vois, où en fait, n'importe qui peut acheter un émetteur Helium, le poser chez lui. Plus il y a des gens qui émettent avec cet émetteur Helium, plus le réseau est grand et ça permet de faire un réseau alternatif. C'est-à-dire que moi, par exemple, là tout de suite, je stream, j'ai une connexion Internet. Et bien, je pourrais dire que cette connexion Internet, elle m'appartient. Je peux relouer cette connexion Internet à quelqu'un d'autre, faire un réseau parallèle. Je ne sais pas à quel point c'est légal de le faire d'ailleurs. J'avoue que dans le cas d'Helium, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais bon, bref. Et du coup, les gens peuvent exploiter leur réseau Helium et ils payent en Helium, je crois. IOTA n'a rien à foutre ici. Akash, bah, c'est mettre à disposition un parc de processeurs et de cartes graphiques pour des gens qui veulent héberger justement des applications décentralisées. Parce que souvent on dit applications décentralisées, mais en fait ça tourne sur un serveur centralisé, le front, etc. Là, le but c'est si tu veux faire un truc vraiment décentralisé de A à Z, bah, tu vas te tourner vers des serveurs. Et en l'occurrence, Akash permet d'avoir un parc de serveurs décentralisé. Donc tu pourrais très bien te dire, je fais un jeu vidéo. Et je veux que le jeu vidéo soit le plus décentralisé possible. Donc je fais un jeton de gouvernance, les serveurs ils sont sur des serveurs décentralisés, le DNS c'est géré par la communauté pour le site internet. Bref, tu peux vraiment pousser la décentralisation à outrance. Arweave, c'est du stockage de données, comme Filecoin. Yotex, c'est proposer une couche blockchain pour l'internet des objets. Ça, on l'a couvert dans un article de Coin Academy d'ailleurs. Donc moi, j'avoue, j'y connais pas grand-chose en internet des objets. Vous pouvez regarder. Plateforme IoTeX. Ouais, donc eux, ils mettent à disposition une blockchain, des outils, un middleware, et les gens se servent. Holo, ça ne... je sais même pas ce que ça fout là. Chia, pareil. Pocket Network, on en a parlé avec l'infréquentable, c'est mettre à disposition des RPC, un réseau de RPC décentralisé. Donc le RPC, si tu veux, c'est un serveur qui fait l'interface entre un utilisateur et une blockchain. C'est-à-dire, par exemple, si je veux interroger la blockchain Ethereum ou interagir avec la blockchain Ethereum, tu vas me dire, oui, je le fais avec un wallet. Mais en fait, ton wallet, il est connecté à un serveur RPC. Et donc, quand tu cliques sur un bouton sur ton wallet, ce qui se passe, c'est que ton wallet, il va faire une requête sur un serveur RPC. Le serveur RPC va faire une requête directement sur la blockchain Ethereum. Chia, en fait, le problème, c'est que je crois que personne s'en sert pour stocker des données. C'est juste un consensus, c'est un proof of concept. J'ai l'impression que c'est juste une monnaie et un proof of concept. Mais que personne n'utilise ça pour stocker des données. Tu vois, parce que là, on te dit de farmer, donc de gagner de l'argent. Mais qui utilise Chia pour stocker des données? Personne à ma connaissance. Pour ça, j'ai un peu de mal avec ce concept-là. Océan, je sais pas trop pourquoi c'est là. Golem, c'est du computing décentralisé. LivePeer, c'est du transcoding décentralisé. Donc, je l'explique souvent, mais tu vois, là, par exemple, je vais sur le live de Asher. Vous voyez, sur le live de Asher, j'ai plusieurs qualités. Lui, quand il lance son live, il envoie de la 1080p. Donc, qui crée ses résolutions vidéo? Eh bien, ce sont les serveurs de transcoding de Twitch, qui sont d'ailleurs des serveurs Amazon. Et bien ce que propose LivePeer, c'est si moi je veux créer un concurrent de Twitch, et bien je peux exploiter le parc de cartes graphiques hébergées sur LivePeer pour transcoder. Oui, je connais Alephium et Flux bien sûr. Après Shadow, je crois que c'est pour du stockage. Flux, ils font plein de choses. Et on va s'arrêter là. On se refera une émission dans la semaine de toute façon. Comme ça on a une rediff cool. Je vous laisse encore une fois et ma chaîne YouTube pour les intéressés et la chaîne de Coin Academy. On continue une vidéo par jour. Voilà, il y aura la rediffusion d'ailleurs de cette émission que je vous invite à liker, à commenter, à partager à tous vos potes. Vous connaissez la chanson. Je vous souhaite une excellente soirée. Bye tout le monde.